Voilà, si vous n'étiez pas avec nous plus tôt dans la journée, je vous salue et je vous remercie d'être avec nous dans ce Café des libraires. Donc, comme son nom l'indique, les interviews ici sont faites par des libraires et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lecomte, un habitué aussi, qui a une librairie qui s'appelle La Lettre Écarlate dans le 16e. Non, c'est pas ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, le livre écarlate. Je suis bête. Bon, ben voilà, j'ai mal écrit, excuse-moi. Ben si, j'y suis pour quelque chose, C'est pas un puisque je dis problème. des bêtises. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir aujourd'hui Philippe, Fatima Farine Mirza, Hernan Diaz et Néhémie Pierre Dahomey. Et je pense que tu as choisi de commencer par Fatima, Fatima Farine Mirza, qui va être interprétée par Gabrielle Adjerad. Merci d'être là, Gabrielle. Bonjour. Et qui va nous parler d'un livre qui s'intitule « Cette maison est la tienne », paru chez Calman Lévy en août 2018, qui a été traduit par Nathalie Bru et que j'ai hâte de lire parce que je viens seulement de l'avoir entre les mains. Donc, je sais que tu vas nous donner envie de le découvrir. Et puis tout de suite après, nous retrouverons les autres invités, dont un invité prestigieux, puisque... Non, je le dirai après seulement. Allez, vas-y Philippe. Tu veux un petit résumé d'abord ou tu préfères la lecture? Fais un résumé. Ah non, c'est toi le résumé, hein, c'est pas moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être si nombreuses et si nombreux. C'est un vrai plaisir de vous présenter 3 livres formidables parce qu'ils ont à la fois des points communs et des points très dissemblables. On va parler à la fois de périodes historiques différentes, de cultures différentes et en même temps on va parler d'Amérique puisque nous sommes à America. J'ai choisi de commencer par parler du livre de Fatima Farine Mirza, qui est à ma gauche. Le livre s'appelle « Cette maison est la tienne ». C'est un récit qui se situe dans une communauté singulière, ou du moins assez rare aux États-Unis, puisque c'est une communauté chiite indienne. Nous sommes autour d'une famille, et le livre commence par un mariage. Ce mariage est un mariage traditionnel. C'est un mariage traditionnel musulman, dans un pays où l'islam n'est pas forcément bien vu. Et nous avons face à nous une famille avec des membres qui sont à la fois très proches et en même temps qui ont des liens qui ont été un peu distendus de par à la fois les événements et par leur éducation. Le choix de Fatima Farine Mirza, et ça va être ma première question. Ah, non, on écoute la lecture d'abord. Si D'accord, moi je veux bien qu'on fasse une lecture. Alors, juste un petit mot, il faut qu'on se prenne notre rythme aussi. Ça va venir. Fatima Farine Mirza est née et a grandi en Californie. Elle est diplômée de l'université de l'Iowa. Et Cette maison est la tienne est son premier roman, donc traduit par Nathalie Bru et paru chez Calman Lévy. Et je vous propose tout de suite d'écouter la première page de ce livre, une lecture qui nous est faite par Annabelle Valverde. Alors qu'il regardait les invités se presser dans la salle pour le mariage de sa sœur, Amar se fit la promesse de rester. Il était de son devoir, ce soir, de les accueillir. La tâche était simple et il se sentait capable de l'accomplir. Avec diligence, il s'avançait vers les hommes pour leur serrer la main ou présenter ses respects aux femmes, la paume ouverte contre son cœur. Il ne s'était pas attendu à répondre si facilement par un sourire à ceux qui semblaient heureux de le voir. Pas plus qu'il n'avait prévu l'étonnant réconfort que lui procuraient tous ces visages familiers. Cela faisait vraiment 3 ans. Sans le coup de fil de sa sœur, plusieurs années encore auraient pu s'écouler avant qu'il rassemble assez de courage pour rentrer. Il s'assura que sa cravate était bien centrée, puis lissa ses cheveux d'une main, comme si une mèche rebelle pouvait suffire à attirer l'attention sur lui et à le trahir. Un vieil ami de la famille cria son nom et le prit dans ses bras. Que leur dirait-il s'il demandait où il était passé et comment il allait? Le son de la chenaille signala le début du mariage d'Adia et soudain, la salle prit vie. Et là, sous la lueur dorée des lustres entourée de couleurs vives de robes que portaient les femmes, Amar se dit que peut-être il avait bien fait de venir. Il pouvait les convaincre tous, toutes ces têtes connues, sa mère dont il ressentait le regard fixé sur lui chaque fois qu'elle bougeait,
ou son père qui gardait ses distances. Il pouvait même se convaincre qu'il était à sa place ici, dans ce costume, qu'il n'avait pas changé et que ce soir, il tiendrait convenablement le rôle du frère de la mariée. Adia elle-même avait pris la décision de l'inviter. Les yeux posés sur sa sœur Huda en train de se préparer, elle espérait ne pas avoir commis d'erreur. Ce matin-là, Adia s'était réveillée en pensant à son frère et toute la journée, elle avait essayé de se préoccuper des sujets propres à toutes les mariées. Elle allait désormais appeler Tariq son mari. Après toutes ces années passées à se demander s'il parviendrait un jour à ce moment, ils y étaient enfin. Ce qu'elle n'avait jamais cru possible allait devenir réalité. Elle épousait un homme qu'elle avait choisi. Merci, merci Annabelle, merci. Le livre commence donc par ce point de vue. Le roman est construit autour de points de vue. Il n'y a pas de narrateur. Il y a ce sentiment d'être dans l'esprit des différents personnages. Il y a 3 personnages principaux, ou du moins 3 personnages à qui on va donner la possibilité de donner leurs sentiments. C'est Amar, qui est un personnage qui est dans une situation très singulière puisqu'il s'est exclu lui-même de la famille, la sœur aînée qui va se marier et la mère. La première question que je voulais poser à Fatima, c'était qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi ces 3 figures qui sont à la fois si proches et si opposées? Hello, everybody. Thank you all for being here. I knew that I wanted to capture what it was like for this family to be alive over decades, to get a full sense of what it was like for them to be a family. And I knew that they found themselves in an impossible situation where all of their dreams and desires could not exist in harmony. Because the kind of life that the parents wanted to forge and pass on to their children is one that their children struggled to take on and honor, and they wanted to create their own identity and their own way, which was not necessarily a complete dismissal of the home that their parents wanted them to have, in terms of one that they're practicing the faith or they're honoring the culture, but it was also their own, vision of their life. And so this causes a conflict in this family. But the reason that I wanted to write through the different perspectives was because I did not want to give a imbalanced or a narrow point of view of what the family experienced, and also the story. Oui, tout à fait. En réalité, le choix de cette famille, c'était l'idée de ressaisir ce que ça veut dire d'être en vie pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et j'avais l'envie de donner l'impression d'une vie de famille complète. Et j'avais envie de montrer à quel point cette famille se retrouve dans une situation impossible d'une certaine manière, puisque les désirs et les aspirations de chacun de ses membres ne peuvent pas coexister harmonieusement. En effet, la vision du foyer que cherchent à transmettre les parents aux enfants, elle est péniblement transmise aux enfants, puisqu'ils peinent à l'accepter. En fait, les enfants de cette famille, ils veulent créer leur propre identité, leur propre chemin. Et évidemment, ce chemin, il n'éradique pas totalement la vision du foyer parental, parce qu'ils pratiquent leur foi, parce qu'ils entretiennent leur culture, mais leur propre vision de leur vie est en conflit, effectivement, avec ce que voulaient leurs parents. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi également ces 3 points de vue, ces 3 perspectives. C'est que je ne voulais pas donner une vision étroite ou inégalitaire de la réalité de cette famille.
Yeah, so I didn't want to give an imbalanced vision of what the family experienced. And also, the story really centers around the son, Amar, running away and trying to trace all the reasons that he might have left. And it tries to, as a way to kind of discover who is to blame in the family for the family's ultimate fracturing. But what I discovered is that it's not a simple answer to say, you know, one person is to blame and the other is not. And so in order to fully capture and comprehend the family's experience, I had to tell it in different perspectives, and I wanted to tell it in different perspectives, because if I only tell it from the son's perspective, then the story becomes, oh, look how hard it was for me to be in a home, in a family that did not understand me. But if you tell it from the mother's perspective, the story is, look how hard I have tried to understand my own son, but I've come to a country where he is growing up in a value system that is so different from my own experience and understanding that I have no choice but to interpret his behavior as in a painful way. But he's thinking, so I wanted to really capture that impossible space that they found themselves in, and I believe that's all. Oui, et j'ajoute que donc j'ai choisi effectivement de centrer l'histoire sur le personnage d'Amar et sa fuite. Et ce que je voulais faire, c'était retracer toutes les raisons qui auraient pu le conduire justement à s'enfuir. Et donc l'écriture était une manière de découvrir qui était coupable. Et ce dont j'ai pris conscience dans l'écriture, c'était l'idée que ce n'était pas une question simple, puisque il y avait évidemment plusieurs coupables, et donc le choix des points de vue, c'était l'idée de donner une vision complète et compréhensive de ce que la famille, ce dont la famille avait besoin, de ces différentes perspectives, de ces différents points de vue. Si j'avais choisi de donner voix au chapitre seulement au fils, j'aurais eu un monologue qui se serait centré sur les difficultés, justement, de vivre dans un foyer qui ne le comprend pas. Si je m'étais centrée sur la mère, ça aurait été comment j'ai essayé de tout transmettre à mes enfants et comment je ne suis pas comprise, comment mon système de valeurs est tellement différent du système de valeurs américain. Et on n'aurait pas eu le choix en tant que lecteur de comprendre cette histoire autrement que de manière douloureuse, c'est-à-dire par l'entremise du personnage de la mère. Donc c'était vraiment l'idée de ressaisir cette situation impossible dans laquelle se trouve cette famille par le choix de différents points de vue. Ce qui est d'autant plus intéressant dans la réponse, c'est qu'on voit, on comprend que tout est fait à la fois d'amour et de malentendu. D'amour parce qu'on sent cette affection très profonde les uns avec les autres. Il y a une trace aussi de deux personnages qui n'ont pas leur point de vue dans un premier temps, qui est celui de la sœur cadette et du père. Mais l'intérêt majeur, c'est de montrer comment tout est croisé, évidemment, comme dans toute famille, mais que ça se relie aussi à autre chose. Ça se lie aussi aux traditions, le poids des traditions, le poids de l'éducation, le poids de cette culture qui fait comment devenir et rester chiite dans un pays où va arriver bien évidemment le 11 septembre, où le fait d'être un musulman vous met dans la situation d'être considéré comme le terroriste. Le choix est donc de commencer par un mariage traditionnel. Mais c'est un mariage qui n'est pas tout à fait traditionnel, puisque la jeune femme a choisi. Elle a choisi l'homme qu'elle va épouser. Et elle l'a choisi musulman, mais il est sunnite. Et on est dans cette toute ambiguïté qui fait qu'on est dans un pays qui n'admet pas ou ne reconnaît pas ou a du mal à reconnaître votre religion, et vous avez même vous-même fait une forme de compromis vis-à-vis du mariage arrangé, qui est la tradition. Et là, on voit comment l'éducation s'est modifiée à l'intérieur de ces familles qui voulaient rester traditionnelles, que ce soit le père ou la mère, mais qui a dû lutter contre la volonté d'indépendance des enfants. J'en viens à ma question. Oui, courte et elle va être très courte et construite. C'est qu'est-ce qui fait qu'elle voulait montrer absolument la différence d'éducation entre les filles et les garçons, et par là même les jalousies, et en même temps les réalisations. C'est une question difficile.
a very tough question. And it's one that I've spent a lot of my life thinking about. I am the eldest daughter in a family of 4. I have 3 younger brothers, and the culture, well, we all live in a patriarchal society, and the way that manifested in my family and in my culture and faith was something that I spent a lot of time thinking about, especially because I did see the differences between sons were approached and the way that daughters were approached. And so that was one of the questions that I had as I thought of these characters, but I didn't want to approach it in a stereotypical way, or approach like this giant concept of, oh, look how the daughters are treated differently than the sons. That was not interesting to me. What I really wanted was to try my best to truly imagine what is it like to be Hadia, the daughter of this family, when she's 15, when she's 16, when she's 5. What is it like to be Amar when he's, and how are the ways that, though the parents think that what they're doing is setting up a situation where they're like a situation which may at first glance benefit their son, but how is their son then, how is he burdened by that, the expectations that are placed by him, and how is Hadia actually, how does she, how does what the son requires, which is, I guess I'll take a step back and, should I, or should I keep going? Okay. How does what the son require? We can change that, because I was going to finish that point. Yeah. Donc la question de l'éducation des filles et des garçons, c'est une question très difficile. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps à me la poser. Donc moi, je suis l'aînée dans une famille de 4, j'ai 3 jeunes frères. Nous vivons tous dans une société patriarcale. Et la manière dont cette société se manifeste à l'intérieur de ma famille, évidemment, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et qui a conduit aussi l'écriture de ce livre. Effectivement, j'ai toujours observé une différence dans la manière dont les garçons et les filles, enfin les filles et les garçons étaient élevés, mais je voulais pas traiter cette question sur le mode stéréotypé. Je voulais pas non plus l'aborder de manière abstraite et conceptuelle. Moi, ce que je voulais faire, c'était essayer de me rapprocher au plus de l'expérience authentique de Hadia à 15 ans, à 16 ans, et aussi du point de vue d'Amar, parce que la question d'Amar, qui est le fils de la famille, je pense, en tant que fils, c'est l'idée de comment les attentes de parents peuvent devenir un fardeau. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là, parce qu'il y a encore d'autres auteurs sur le plateau. C'est de ma faute, j'assume. Mais le livre est passionnant, je vous incite vraiment à aller le voir, parce qu'il montre justement le rapport entre les individus, et pas uniquement les stéréotypes. Cette maison est la tienne, donc traduit par Nathalie Bru et paru chez Kalman Levy. Et on va passer maintenant au livre de Néhémie Pierre Dahomey. Voilà, tu le vois bien là, ça va, ça suffit? Bon, ça je le vois très bien, il n'y a pas de problème. C'est un livre qui s'intitule Rapatrié, qui est paru aux éditions du Seuil en janvier 2017, qu'est-ce que je raconte 2017, alors je vais préciser que Néhémie Pierre Dahomey est né à Port-au-Prince. Tu es toujours installé à Paris? Oui. Et tu fais toujours des études de philosophie? Oh, ça c'est quelque chose qu'a mis l'éditeur pour me rendre plus attractif. ça fait longtemps que j'avais terminé. C'est bien de dire la vérité. Oui, alors? C'est-à-dire que j'avais terminé mon travail de philosophie depuis 2013. Ah, alors bon, très bien. En tout cas, il a écrit ce livre qui s'intitule Rapatrié et dont nous allons parler dans un instant. Une fois que tu nous auras, Philippe, peut raconter un petit peu la trame. Rapatrié est un livre foisonnant, d'une belle richesse de langue, ce n'est pas un cliché, et on part d'une idée d'une famille, là encore, c'est une femme qui va avoir 4 enfants, et les 4 enfants vont avoir des parcours différents qui sont liés à son propre destin. Il y aura une disparition en mer,
il y aura un jeune garçon qui sera batailleur, qui sera armé, et 2 filles qui seront adoptées. Mais je préfère qu'on commence par la lecture, vous verrez. Emmanuel Bénèche qui nous en lit un extrait, le début du livre. Bélie marchait, vaillante et décidée, sur ce sentier aussi simple qu'un calvaire. Le soir arrivait. Il portait avec lui une lune bien ronde et un air en mouvement qui jetait des bourrasques sur les quartiers amoncelés. On distinguait la route étroite en terre battue, traversant comme une lame 2 rangées de toits délabrés, des tôles rouillées, du bois pourri, des clous béants, et de temps en temps, comme seule en générait la vie périurbaine sous les tropiques, une mare boueuse concoctant de nouvelles sortes de bactéries. On distinguait également, à plus petite échelle, la serviette dans les bras de Bélie, la tête d'oreiller sur son épaule et le passé dans ses yeux. La serviette hébergeait sa dernière enfant, tandis que la suivait, hésitant, un jeune homme pâle et chétif, appelé cela un freluquet à peine pubère, triste et boutonneux, son fils aîné. Elle avait la sensation d'être spectatrice de sa propre errance, comme si chaque particule d'elle-même avait déjà vécu cette route, condamnée à la vivre toujours. Sans le secours de sa crampe dorsale, déflagration impitoyable qui frappait dans les moments cruciaux, Bélie aurait pu croire cette errance irréelle. Elle savait jusqu'où pouvait conduire une crampe au dos, une pleine lune et le destin entamé. Pour cause, 10 ans auparavant, tel que l'indiquait le passé dans ses yeux, elle avait jeté en haute mer son 2e garçon lors d'un voyage clandestin par le seul pouvoir de l'absurde. À l'automne 1987, Bélie avait pris part au dernier embarquement du marin Frère Fanon à destination des belles plages de la Floride. C'était sur un voilier artisanal en bois scié, de chêne ou d'orme, 12 mètres de long, qui ne pouvait se vanter d'être flambant neuf. Il chargeait tout de même pour l'occasion hommes, femmes et enfants, des rêves à la pelle et des sacs de charbon pour ne pas éveiller le soupçon des îles bahamiennes, à côté desquelles il fallait passer littéralement contre vents et marées dans ce large couloir du nord de l'archipel. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, on a fait connaissance de Bélie, belliqueuse. Bélie, belliqueuse, est donc ce personnage de mère, et vous avez senti cette langue qui est à la fois très précise, mais en même temps qui a cette richesse à la fois du mot qui coule dans la voix. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est le terme de rapatrier, ce lieu improbable et en même temps cette qualification, qui est à l'origine en partie du livre? Vous faites bien de souligner que rapatrier, donc tel que écrit sur la couverture du livre, est le nom d'un quartier qui ne s'appelle pas exactement comme ça, mais que j'ai simplifié pour avoir le mot de rapatrier. Je me suis arrêté sur le titre après, rapatrier. J'ai décidé après que c'est le nom de ce quartier de Belliqueuse-Luissain qui va être le nom du livre. Le point de départ, c'est le premier souffle. Bélie marchait, vaillante et décidée, sur ce sentier aussi simple qu'un calvaire. Et la première scène décrite, donc, avec l'enfant qu'elle porte sur le bras et ce jeune homme qui la suit. Et tout le reste s'en est suivi par envie furieuse de connaître la suite de l'histoire. Et nous, on en a envie, très envie, parce que vous allez voir la progression qui est liée évidemment à l'histoire d'Haïti. On va passer par des événements que nous connaissons, d'autres que nous ne connaissons pas, d'autres qui ont été universellement répertoriés par un tremblement de terre. Mais l'idée, c'est de suivre aussi au travers de ces figures que sont les enfants. Et notamment, il y a un personnage qui va choisir elle-même son prénom, qui Bélial. Bélial. Et Bélial, dans un premier temps, elle va avoir ce nom sans E, et puis le E va lui être ajouté, et puis ensuite elle va changer de nom. Et cette notion de l'identité qui se modifie en fonction du temps, en fonction des gens qui sont en face d'elle, on a l'impression que c'est un peu
un regard aussi sur Haïti lui-même, c'est-à-dire cette idée de mot, d'espace qui peut changer par le mot lui-même. Est-ce que ça s'était ressenti au travers de ce personnage de Bélial? J'avais longtemps pensé que Bélial était le personnage principal du roman. Secrètement, je le pense encore, mais je suis obligé d'abdiquer devant l'éditeur, les critiques littéraires, les lecteurs. Mais pour moi, il s'agissait d'abord de Bélial. Belliqueuse, pour moi, était d'abord la mère de Bélial, qui est cet enfant qui déjà va choisir son propre prénom. Bélial, c'est le nom du diable, hein, l'autre nom du diable, le nom du mal personnifié, hein, qui se trouve dans un poème de Victor Hugo, dans un certain nombre de documents très furtifs. Alors, il y a effectivement ce rapport à l'onomastique, l'art des noms propres, bon, pour lequel je ne suis pas très original. Hein. En Haïti, les gens s'appellent de manière diverse et très variée. J'ai des amis qui s'appellent Vladimir, prénom russe, tout comme j'ai des Ernst, prénom allemand. Enfin, il y a le cas typique du roman de Justin Lérisson, où à un certain moment, les parents commençaient à avoir beaucoup de garçons. Finalement, ils appellent le dernier garçon assez l'homme. Et ils n'ont plus eu de garçons. Et puis après, ils commençaient à avoir des filles, ils appellent la dernière fille assez fille. Et je vous promets qu'effectivement, il y a des gens qui s'appellent assez l'homme et assez fille. Donc, on a un rapport avec les prénoms, on fait absolument ce qu'on veut. Bon, moi-même, je m'appelle Néhémie. Bon, j'ai mis pas mal de temps à l'accepter. Et c'est en France seulement que j'ai entendu des gens dire « c'est joli votre prénom ». Au début, je me disais quel drôle de goût ces gens-là. Mais maintenant, bon, comme c'est à mon avantage, oui, je trouve ça joli. Donc, c'est un vrai rapport avec l'onomastique qui fait que Bélial, finalement, choisit son prénom parce que, bon, tout le monde l'appelait la petite dernière. Et on avait complètement oublié de lui donner un prénom. Croyant que, comme elle s'était donné le nom du diable, c'est parce que des catastrophes vont arriver par sa personne, son parrain a décidé d'ajouter « E » à la fin. Bon, bref. Ceci dit, je ne pense pas du tout qu'il y ait métaphore d'Haïti. En tout cas, ce n'est pas archétypal. Même si le mot Haïti est très choisi, hein, après l'indépendance, très choisi, c'était la colonie de Saint-Domingue, très choisi par les fondateurs, ça veut dire terre de haute montagne, Haïti, Quisqueya, Boyo, et c'est effectivement une terre de haute montagne, même si le roman se passe en plaine, comme je suppose beaucoup de choses que j'aurai à produire. Et il n'y a pas de métaphore par rapport à Haïti, mais il reste vrai que j'ai un rapport particulier au nom propre que je dois tout à fait et à Haïti, en fait, les gens qui y vivent, et à la littérature haïtienne où les auteurs explorent beaucoup cette affaire de nom propre, peut-être un peu plus que d'autres auteurs de romans que j'ai pu lire. C'est d'autant plus net que c'est l'impression aussi que le nom marque aussi des étapes de transformation des différents personnages. Absolument. Béli va changer de nom au fur et à mesure de ses pratiques. La petite fille, l'autre naissance, dont évidemment Bélial va choisir aussi le nom qui est Luciole, c'est quelqu'un aussi qui va devoir changer de nom en fonction du lieu où elle est, puisqu'on est face à des enfants qui vont être accaparés par la volonté des autres, et notamment une des filles va être adoptée par une fille d'une ONG française et l'autre par une famille canadienne. C'est singulier parce que c'est en même temps tout ce périple de la mémoire de l'une à l'autre. C'est la façon dont elles vont revenir ou pas. C'est la façon dont le lien avec Haïti va se maintenir ou pas qui fait aussi la richesse du livre. Et ce sentiment aussi, très fort, de cette mère qui petit à petit se retrouve orpheline elle-même de tous ses enfants. Absolument, c'est-à-dire les changements de nom auraient, il me semble, deux raisons principales. Bon, d'abord personnelles, ce qui arrive souvent avec les romanciers, enfin ceux qui écrivent et racontent des histoires. J'ai moi-même pas mal changé de nom. C'est-à-dire, je m'appelle Néhémie et en Haïti, c'est un prénom de fille principalement. C'est-à-dire, bon, je jouais au basket, j'en joue encore d'ailleurs. Allez vous faire respecter sur un terrain de basket à Port-au-Prince avec un prénom de fille, c'est pas facile. Du coup, quand je commençais à devenir un petit peu bon, je me suis fait appeler Maestro. Excusez du peu. Et une fois à la fac, où j'ai fait les études de philosophie, donc à Port-au-Prince, où j'ai commencé ça, on m'appelait Dolmancé. Dolmancé, c'est le nom d'un personnage de Sade dans la philosophie dans le boudoir. C'est le personnage qui, avec Madame de Saint-Ange, fait l'éducation sexuelle d'Eugénie.
Donc, c'est censé être une virtuose extraordinaire au lit. Et j'ai choisi ce nom-là à la fac, comme pour dire ainsi, à la fac, on fait comme on peut, hein, pour attirer l'attention. Il faut affirmer, il faut affirmer. pour assurer l'attention. Après, il faut assumer derrière, mais bon, c'est une autre histoire. Et quand je devais publier ce livre, j'ai choisi de revenir à Néhémie Pierre en y ajoutant Dahomey, le nom de l'ancien royaume du Bénin. Donc, personnellement, j'ai toujours changé de nom en fonction de ce que j'ai à en faire. Mais il y a effectivement ce jeu entre la fluctuation des identités et le changement de nom. Parce qu'à chaque étape de la vie des personnages où ils changent substantiellement, eh ben, comme ils changent substantiellement, je ne vois pas de raison de ne pas leur donner un autre nom, c'est-à-dire ce qui leur va mieux. Vous savez, on est dans les mondes occidentaux et occidentalisés très liés au nom propre. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça partout ailleurs, mais tout a un nom. Je veux dire, je suis sûr que cette salle a un nom, les rues ont des noms, etc. On prend l'habitude de penser aux choses par leur nom, comme si le nom était devenu quelque chose de propre et d'intrinsèque à la chose. Alors qu'on peut tout aussi bien faire évoluer les choses, voir les choses évoluer en même temps que leur nom. Mais faire évoluer à la fois la chose et le mot. Le mot La par chose la et chose. le mot. La chose et le mot. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que vous continuez à vous appeler de la même manière toute votre vie. Et Néné, alors? Néné? Néné, Le prénom de... On m'a accusé d'être un petit peu sévère avec ce personnage. Et je prends. Dire, le Néné, donc c'est Sobner, son premier nom, c'est le mari de Belliqueuse, le mari, pour ainsi dire, de Belliqueuse de Lucin, qui, bon, parfois on ne sait pas trop bien ce qu'il fait là, dire il est là, mais il n'est pas là. Il a un petit côté pathétique, mais dans le sens le plus bon, mignon du terme, quoi. On ne sait pas, on peut pas être méchant avec lui vraiment. Mais ce petit côté neuneux ne pouvait être que traduit par le nom Néné. Désigné. Donc, pas coupable, mais désigné quoi qu'il arrive. Merci. Merci beaucoup. Formidable, un très beau livre. Voilà, un livre, nous on l'a qualifié, un livre qui raconte avec force et joie des histoires de personnages qui vivent quand même des choses très, même si elles sont très dures, voilà. Et puis maintenant, j'ai le plaisir, nous avons le plaisir d'accueillir Hernan Diaz, qui vient d'Argentine et qui a reçu vendredi, avant que nous ouvrions ce café des libraires, le prix Page des libraires pour ce livre dont nous allons parler. Donc je pense qu'effectivement, on peut l'applaudir. Bravo. Et d'ailleurs, Pascal Thuot de la librairie 1000 pages de Vincennes, qui est aussi le secrétaire général de ce festival et grand ordonnateur avec Francis, a dit le plus grand bien qu'il pensait de ce livre. Donc, on va en parler maintenant. Il s'intitule Au loin. Il est paru chez Delcourt en août 2018. Il a été traduit par Christine Barbast. Et sur le plateau, c'est Rupa Suntankar, que j'ai plaisir à retrouver aussi, qui va faire l'interprète, qui va interpréter donc les propos de Hernan Diaz. Alors juste un mot, vous êtes né en Argentine, vous vivez à New York, vous êtes aujourd'hui directeur adjoint de l'Institut hispanique de l'Université de Columbia, vous êtes finaliste du prix Pulitzer et Au loin est votre premier roman. Et je vais demander à mon ami Philippe de vous en parler si bien, comme il le fait si bien. C'est un livre formidable et un western qui va vous désarçonner. Vous n'allez pas pouvoir monter à cheval, vous allez voir. C'est un livre surprenant parce que c'est le livre d'un homme, Hernan Diaz, qui a la particularité d'être né en Argentine, d'être parti à l'âge de 2 ans en Suède, et qui ensuite est revenu vers les États-Unis et qui s'occupe de littérature latino-américaine et espagnole, et qui travaille sur une revue qui est essentiellement une revue universitaire. Et là, on a un roman formidable. J'ai déjà utilisé ce terme, mais je peux l'utiliser, vous inquiétez pas. Et la singularité de ce livre, c'est qu'on va se retrouver face à une course-poursuite, à une recherche, à une quête d'identité qui part d'un jeune garçon suédois qui est parti au moment où la Suède est dans une situation économique extrêmement périlleuse, extrêmement douloureuse. Et le père de ces 2 garçons, puisqu'il y a 2 garçons, leur a donné les moyens de partir, sauf qu'ils se sont loupés.
L'un est parti sur un bateau et l'autre n'a pas réussi à le suivre, à savoir qu'il l'a perdu au milieu de Southampton. Il ne sait pas trop où il est. Et il va prendre le premier bateau qui part pour l'Amérique, sauf qu'il ne va pas à New York, il va en Californie. Donc tout le roman consiste pour un jeune garçon suédois, un adolescent qui a toujours été dans l'ombre de son frère, à remonter le courant, à remonter la course des pionniers et des chercheurs d'or pour aller depuis la Californie jusqu'à New York. Évidemment, ça ne se fera pas sans mal. On s'en doute. Donc c'est Alexandre Subertin-Blanc qui nous en lit tout de suite le début de ce livre, Au loin, donc d'Hernán Diaz. Le trou, une étoile brisée sur la glace, était la seule interruption sur la plaine blanche qui se fondait dans le ciel blanc. Il n'y avait pas un souffle de vent, pas un souffle de vie, pas le moindre son. Une paire de mains émergea de l'eau et chercha à l'aveugle les parois intérieures du trou anguleux. Les doigts tâtonnèrent le long des épaisses falaises glacées de ce canyon miniature, remontèrent jusqu'aux bords enneigés, s'y agrippèrent. Une tête apparut. Le baigneur ouvrit les yeux et regarda l'immensité sans relief ni horizon. Ses longs cheveux blancs, sa longue barbe blanche étaient entremêlés de fils couleur paille. Il ne manifestait aucune agitation. S'il haletait, son souffle demeurait invisible sur cette toile de fond incolore. Il cala ses coudes et le haut du buste sur le mince manteau de neige, puis tourna la tête. Une douzaine d'hommes l'observaient depuis le pont de la Goélette, prise dans les glaces quelques mètres plus loin. Vêtus de fourrure ou de ciré, tous avaient la peau gercée sous leur barbe. L'un d'eux lui cria à tue-tête des mots qui suscitèrent des rires, mais dont le baigneur ne perçut qu'un murmure indistinct. Il souffla énergiquement sur une goutte qui pendait au bout de son nez. Comparé à la précision et à la réalité de ses panaches de condensation, de la neige qui crissait sous ses coudes et de l'eau qui affleurait à la surface du trou, les sons en provenance du bateau, assourdis et confus, semblaient filtrer d'un rêve. Ignorant les cris de l'équipage, l'homme se tourna face à ce néant blanc, dans lequel ses mains, cramponnées au bord du trou, étaient l'unique signe de vie. Il se hissa sur la banquise et ramassa le piolet qui avait servi à briser la glace. Indifférent à sa nudité, mais ébloui par l'intense luminosité de ce ciel sans soleil, il marqua un temps d'arrêt et plissa les paupières. On aurait dit un vieux Christ musclé. Il essuya son front d'un revers de main et se pencha pour ramasser son fusil. Ses proportions monumentales, jusqu'à là imperceptibles dans l'immensité blanche, se révélèrent d'un coup. Le fusil, qu'il tenait par l'extrémité du canon, ne semblait guère plus grand qu'un jouet, et la crosse ne touchait pas le sol. À l'aune du fusil, le piolet calé sur son épaule s'avérait un véritable pic à glace. L'homme nu était aussi colossal que pouvait l'être un humain. Il embrassa du regard le chemin d'empreinte qu'il avait laissé en partant à son bain glacé et le remonta pour retourner au bateau. Merci beaucoup, merci Alexandre. C'est un prologue. C'est un prologue qui permet au personnage, alors je vais le prononcer très mal comme tout le monde, parce que tout le monde l'appelle Hawk, tout le monde l'appelle Faucon. Et parce que son prénom suédois, moi je le prononce Hakan, on m'a dit que c'est pas trop mal, donc je reconnais.
Et la singularité, c'est qu'Hakan, il a des choses à raconter parce que son périple lui a valu de multiples aventures. Ce que je voudrais savoir en premier lieu, bien que j'ai déjà parlé avec Hernan, c'est le choix qu'il a fait de cette période spécifique, qui est, donc on est aux alentours des années 1850, et on va aller au-delà de la guerre civile. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette période-là? First of all, thank you all for being here. I was very sad because I didn't get to go to a cafe because the schedule is so tight here. But now I'm at the Booksellers Cafe, which is the best cafe ever. So it's all good. Yeah. So the book is set, most Westerns take place after the Civil War. This is the classic setting of all Western novels and films. I decided to set it before then, roughly in the 1850s, because I feel this is the moment where the entire capitalist machine of the United States is starting to rev up. And I was interested in having the character explore vast territories of land that were not, strictly speaking, part of the United States. They hadn't been colonized yet. This means there were no fences. And if there were no fences, there were no cows. And if there were no cows, there were no cowboys. So this is a Western without cowboys. And I was interested in this particular period because it is when the United States is in the throes of becoming itself. Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être ici, si nombreux. J'étais un peu déçue parce que jusqu'ici, à cause de mon emploi du temps très chargé, je n'ai pas pu rester dans un café, sur une terrasse, à boire un café. Mais là, aujourd'hui, je suis dans le café des libraires, donc je pense que ça récompense largement. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne mon livre, eh bien, la plupart des westerns, tout ce qui concerne les films ou des livres, eh bien, tout se passe après la guerre civile. Et moi, j'ai décidé de placer mon livre avant la guerre civile, c'est-à-dire en 1850. Et ceci parce que c'est à ce moment-là que, disons que l'appareil capitaliste s'est mis en route aux États-Unis. Et petit à petit, c'est cette machine qui a donné lieu au pays que nous connaissons maintenant. Donc je voulais que mon personnage ait la possibilité de découvrir ces terres qui pour le moment étaient plutôt inconnues, vierges, pas colonisées. Il n'y avait pas de palissade et donc s'il n'y avait pas de palissade, il n'y avait pas de vaches. S'il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas de cow-boy non plus. Donc c'est un western sans cow-boy, sans tout ce que nous entendons d'habitude de ces westerns. Mais c'était la période avant que les États-Unis ne deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. L'intérêt majeur, c'est que aussi le personnage principal, ce jeune garçon qui est un adolescent, est suédois. Ce qui est assez singulier, c'est parce qu'on voit le plus fréquemment dans les westerns. Et comme c'est un adolescent qui n'en finit pas de grandir, puisque c'est un garçon qui va devenir un géant, mais pas un monstre, un géant, un personnage qu'on ne peut que distinguer, il ne peut pas passer inaperçu aux milieux américains. Et il ne passera d'autant moins inaperçu qu'il va devenir un héros. Ce héros est un Candide, un personnage qui va apprendre petit à petit. Et donc, c'est l'occasion pour Hernan de nous donner des figures. Je voudrais qu'il nous cite quelques figures qu'on va croiser à l'intérieur du roman, du style cette dame édentée, du style ces Indiens, du style tous ces personnages qui font vraiment la richesse. The book is organized in a series of vignettes or tableaus. And this is because I worked with very strict rules that I set to myself. And one of them is that the character can never look back or go back to any place he has left behind, and no one from that place can come back to him.
This results in a very kind of episodic structure. Each one of these tableaus questions certain stereotypes of the Western genre. Because the Western genre is so loaded politically, I wanted to tread very carefully and sort of hack into those ideological moments and subvert them. I like cliches. I think they're very powerful and economical if one knows how to work with them. One quick example to illustrate this is how chauvinistic Westerns are, how misogynistic they are. And so, as he was saying, there's a scene in a saloon with a lady, and instead of having a prostitute who is subjected to men, the hero becomes subjected to her. She is the leader of a terrible gang. She's very powerful, turns him into a toy, a sex toy, okay. And then I also thought that, oh, maybe she feels like a vampire of a sort. And then I thought, okay, let's subvert the vampire figure as well. So she has no teeth. She's extremement attractive, but also there is a monstrosity that comes out as soon as she opens her mouth. Alors le livre, effectivement, est composé de plusieurs tableaux, ce sont des vignettes pour ainsi dire. Et en écrivant, je m'étais imposé des règles extrêmement strictes. C'est-à-dire que dans cette quête, dans ce passage que Håkon, le personnage principal, va entreprendre, il va toujours aller de devant. Jamais il se retournera vers le passé, ni vers une période antérieure. Par conséquent, il ne va jamais recroiser des personnages qu'il a connus à un moment de ce conte ou de cette histoire. Et par conséquent, également, ça devient un récit qui est par épisode, qui est donc des petits chapitres, chaque fois des épisodes d'événements qui lui sont arrivés. Et tout ce qui concerne les westerns est souvent composé de clichés, un genre bien connu à tout le monde. Et moi, j'aime bien les stéréotypes parce que je trouve que ces clichés ou ces stéréotypes, de toute façon, nous obligent quelque part à nous remettre en question et à revoir certaines choses. Ils peuvent, par conséquent, être très puissants et en même temps, on peut les utiliser d'une façon tout à fait économe dans le récit et dans la façon d'écrire. Pour vous donner un exemple, pour illustrer mes propos, comme vous le savez, l'un des clichés, l'un des stéréotypes de cette période dans l'histoire des États-Unis et dans le western, c'est le côté misogyne des hommes. Et pour transformer cela et pour donner un goût à ma façon, j'ai décrit justement un endroit, un saloon où il y a justement une femme qui est la patronne. Ce n'est pas un homme. La femme, d'habitude dans les westerns, c'est toujours la prostituée. Or, ici, c'est notre héros qui devient l'homme soumis, qui devient quelque part un jouet sexuel pour cette femme qui est la patronne de cet endroit. Et puis, en développant son personnage, je me suis dit, il y a quelque chose chez elle du vampire. Donc, j'ai voulu quand même décrire ça, parce qu'elle est là pour vraiment tirer tout ce qu'elle peut de ce jeune homme. Mais j'ai voulu également le tordre un petit peu à ma façon. Donc, elle est édentée, elle n'a pas de dents du tout. Et à ce moment-là, car par moments, elle peut être très attirante, mais en même temps, dès qu'elle ouvre la bouche, on est horrifié par cette monstre qui n'a pas de dents. Il y a des personnages formidables. Hein. On ne va pas pouvoir tous les décrire parce que on y passerait l'après-midi. On vous gâcherait le plaisir. Donc le but n'est pas de vous gâcher le plaisir, mais c'est de vous donner ce sentiment de ce jeune garçon qui va être confronté à différentes étapes qu'on peut s'attendre à voir dans un western, mais qui sont complètement détournées. Et l'intérêt majeur, c'est que par là même, on voit la progression, l'invention, la façon dont ce jeune homme va se former. Il va devenir un maître des pots, il va devenir un médecin, il va devenir tout ce qu'on peut imaginer de quelqu'un qui va se confronter aux cultures qu'il va croiser et aux gens qui vont le former. C'est un livre magnifique, je suis gâté, j'avais 3 livres formidables à vous défendre, j'espère que ça vous plaira.
Ah oui, sûrement, j'en suis persuadée. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Hernan Diaz, donc au loin, livre paru chez Delcourt. Pierre Dahomey, Néhémie Pierre Dahomey, paru aux éditions du Seuil, Rapatrié. Et puis le livre de Fatima Farine Mirza, paru chez Kalman Levy. Je veux aussi remercier Gabriel Adjerad qui a assuré la traduction. Et puis notre ami Rupa aussi qui a travaillé sur ce plateau. Merci beaucoup à Philippe Lecomte qui est déjà parti dans une grande discussion avec Fatima. Et merci bien sûr de votre écoute. Dans un instant, nous accueillons 3 autres auteurs, Richard Rousseau, Richard Powers et Jeffrey Eugenides. À tout de suite.